Salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer en bas à droite pour s'abonner à ma chaîne YouTube et de laisser vos commentaires sur mes vidéos. Et si vous voulez me contacter, envoyez vos emails à l'adresse suivante. Dans cette vidéo, je vais vous présenter à l'aide d'exemples concrets tout ce qui concerne le traitement des séries temporelles sur eViews. Je vais commencer par la présentation de l'échantillon, avant de passer à la collecte de données, ensuite l'analyse descriptive, puis les différents tests. Je rappelle que pour les séries temporelles, les données concernent un seul individu sur plusieurs périodes. L'individu peut être un ménage, une entreprise, une banque, un pays, etc. Et les périodes peuvent être les heures, jours, semaines, mois, trimestres, semestres, années, etc. J'ai choisi comme individu la Tunisie, avec une périodicité annuelle qui s'étale entre 1984 et 2018, et pour les séries, il s'agit d'un ensemble de variables macroéconomiques de l'économie tunisienne. En ce qui concerne la collecte de données dans le but de la construction d'une base, il faut choisir le site internet spécifique qui va permettre le téléchargement du fichier Excel, ensuite l'extraction des séries retenues pour l'étude économétrique dans un nouveau fichier Excel, puis le réarrangement du fichier pour le préparer au transfert vers le logiciel eViews. Comme exemple pratique, le site internet que vous allez choisir est celui de la Banque mondiale. Il faut taper Banque mondiale comme mot-clé de recherche. Banque mondiale. Vous choisissez le résultat qui correspond au site de la Banque mondiale. En principe, c'est le premier résultat. Site portail de la Banque mondiale. Au niveau de ce site, vous cherchez la rubrique qui concerne les données statistiques. La voilà ici. Et comme vous remarquez, vous pouvez explorer les données par pays ou par indicateur. Vous cliquez sur par pays. Au niveau de la page qui apparaît, vous remarquez que les pays sont classés par ordre alphabétique. Vous cherchez et vous cliquez sur Tunisie. Maintenant, vous téléchargez le fichier Excel en cliquant ici. Il y a 3 formats de téléchargement. Vous cliquez sur Excel. Le téléchargement commence. Ce fichier comporte 3 feuilles. Les 2 premières concernent les codes et la nomination des indicateurs et du pays. Et la première feuille, intitulée Data, est la feuille qui comporte les données statistiques. Et comme vous voyez, la base comprend plusieurs indicateurs, parmi lesquels vous devez extraire dans un nouveau fichier Excel ceux qui correspondent à votre étude. Dans ce fichier, les séries sont en ligne. Les séries temporelles sont en ligne et les années sont en colonne. Alors que eViews exige le contraire. Vous devez donc tenir compte de ceci lors de l'extraction des données. Pour notre exemple, les séries temporelles retenues sont les suivantes. Exportation notée grand X, importation grand M, formation brute du capital fixe FBCF, investissement direct étranger EDE, masse monétaire MM, dépenses nationales brutes DNB, épargne brute EB. Toutes ces variables sont prises en pourcentage du PIB. 2 autres variables ont été retenues, à savoir la croissance du produit intérieur brut noté PIB et l'inflation notée INF, qui sont prises en pourcentage annuel. Après l'extraction, vous devez obtenir normalement un fichier de ce type. Je l'ai appelé base Tunisie. J'ai transformé les années en ligne de 1984 jusqu'à 2018.
Les séries temporelles en colonne PIB, M, X, FBCF avec abréviation IDE, MM, DNB, EB, INF. Pour le transfert de ce fichier vers eViews, les étapes sont les suivantes. Tout d'abord, vous devez connaître la plage des données, ça veut dire la première cellule A1 jusqu'à la dernière colonne J, ligne 36, donc de A1 jusqu'à J36. Deuxième étape, vous devez ouvrir le logiciel eViews. Je vous invite à regarder la deuxième partie de ma vidéo qui porte sur une introduction au logiciel eViews. La vidéo apparaît en haut à droite de vos écrans. Troisième étape, cliquez sur Create a new eViews workfile. Créer un nouveau fichier de travail eViews. Ici, les séries temporelles sont sélectionnées par défaut et années aussi par défaut. Donc il suffit d'ajouter 1984 comme année début et 2018 comme année fin. Et puis OK. Une fois le fichier s'ouvre, vous choisissez File, ça veut dire fichier, Import, ça veut dire importer, Import from File, ça veut dire importer depuis un fichier. Vous passez au chemin du fichier que vous avez enregistré tout à l'heure. Pour moi, c'est au niveau du bureau, j'ai appelé base Tunisie. Donc je cherche ici le fichier base Tunisie. Ouvrir. À ce niveau, je vérifie la plage A1J36. Donc c'est bon. Si ce n'est pas le cas, vous rectifiez au niveau du logiciel la plage que vous avez au niveau du fichier Excel. Et puis terminer. Yes. Et vous remarquez que toutes les variables qui ont été retenues comme séries temporelles figurent au niveau de ce fichier eViews. Vous pouvez visualiser, par exemple ici, cliquez deux fois, donc DNB, dépenses nationales brutes par rapport au PIB, donc 111 pour 1984, 107 pour 1993, 103 pour 2002 et ainsi de suite. Pour la variable X, ce sont les exportations. Vous cliquez deux fois, donc il y a 32,9 en 1984, 42 en 2001 et ainsi de suite. Maintenant, le fichier est prêt pour l'analyse. Vous pouvez l'enregistrer. File, Save. Je vais l'appeler base et je vais l'enregistrer sur le bureau. Enregistrer. Vous cliquez sur OK et voilà, le fichier est enregistré sous le nom base dans l'emplacement souhaité. Maintenant, je passe à l'analyse descriptive. Il s'agit de la détermination avec interprétation de deux types de paramètres. Le premier type concerne des paramètres qui se déterminent pour chacune des séries temporelles prises individuellement. Pour ceci, je clique deux fois sur la série choisie, PIB par exemple, ou bien je clique une seule fois par le bouton droit de la série et je choisis Open pour ouvrir cette série. Voilà, donc la série, c'est la série PIB et les valeurs entre 1984 et 2018 et 2018. Ensuite, je clique sur View, Descriptive Statistics and Tests, Status Table. La table qui apparaît comporte les paramètres suivants. Mean 2,238866, c'est la moyenne arithmétique des valeurs de la série PIB. Médiane 2,621374, c'est la médiane des valeurs de la série PIB. Maximum 5,637712, minimum moins 3,914977, ce sont respectivement les valeurs maximales et minimales de cette série. STD Dev, Standard Deviation, c'est l'écart type. Il faut mentionner ici que eViews calcule la variance empirique qui correspond à un échantillon et non pas la variance théorique de la population exhaustive.
Pour la variance théorique, c'est la somme du xi moins x bar au carré sur n nombre d'observations qui est égal à 35. Mais la variance empirique, c'est somme de xi moins x bar au carré sur n moins 1. Skewness, moins 0,62, 51, 85, c'est un indicateur d'asymétrie interprété de la manière suivante. Lorsqu'il est égal à 0, la distribution ou la série est symétrique. S'il est strictement négatif, la série ou la distribution est décalée à droite. S'il est strictement positif, la série ou la distribution est décalée à gauche. Concernant les valeurs, si la valeur du skewness est entre moins 0,5 et 0,5, la distribution est approximativement symétrique, approximately symmetric. Si le skewness il est entre moins 1, moins 0,5 ou 0,5, 1, la distribution est d'asymétrie modérée, moderately skewed. Si la valeur de skewed est inférieure à moins 1 ou supérieure à 1, on dit que la série est d'asymétrie forte, highly skewed. Le kurtosis maintenant, 3,020741, c'est un indicateur d'aplatissement interprété comme suit. Lorsqu'il est égal à 3, la distribution est normale. La série est nommée mésocurtique. Lorsqu'il est supérieur strictement à 3, la série est leptocurtique, ça veut dire moins plate que la normale. Et s'il est inférieur strictement à 3, la série est platicurtique, plus aplatie que la normale. Je reviendrai sur Jarque-Bera et probabilité dans les tests statistiques. SAM, c'est tout simplement la somme des valeurs du PIB. SAM, SQ, DEV, SAM Squared Deviation, c'est la somme des écarts par rapport à la moyenne, c'est-à-dire somme de xi moins x bar au carré. Pour le deuxième type, il s'agit des paramètres qui étudient les relations entre les séries temporelles, donc ils sont calculés pour deux séries simultanément. Je dois donc sélectionner deux séries en même temps. Par exemple, FBCF, formation brute du capital fixe, IX, qui sont les exportations. Pour le faire, je clique sur FBCF et puis j'utilise la touche CTRL contrôle du clavier et je sélectionne X. Voilà les deux séries qui sont sélectionnées en même temps. Maintenant, dans cette sélection, ça veut dire ici ou ici, et non pas ici, et non pas ailleurs. Je clique par le bouton droit, je choisis Open as Group. Je remarque que les deux variables ont été ouvertes dans le même tableau avec les valeurs entre 1984 et 2018. Je sélectionne ensuite View, Covariance Analysis. Dans cette table, je coche covariance qui est déjà cochée par défaut. J'obtiens cette matrice. Donc FBCFX, FBCFX avec les quatre valeurs. Pour la première valeur, 7,796121. C'est la covariance entre FBCF et FBCF. C'est la même variable. Dans ce cas, ce n'est plus la covariance, mais c'est la variance. Même chose pour 28,09960. C'est la covariance entre X et X. Ça veut dire c'est la variance. Les deux autres valeurs, je remarque qu'elles sont égales. Normalement, cette valeur, c'est la covariance entre X et FBCF, moins 6,111248. De même, moins 6,111248, c'est la covariance entre FBCF et X. Ces deux valeurs sont égales du fait que la covariance entre deux variables YZ est égale à la covariance entre ZY. Maintenant, comment on interprète cette covariance? Tout d'abord, la covariance est un indicateur sur la nature de la relation entre deux variables. Si cette valeur est strictement négative, on dit que les deux séries sont liées négativement, ou bien elles varient dans le sens
inverses ou bien elles sont inversement proportionnelles. Comme dans ce cas, moins 6. Si maintenant cette valeur est strictement positive, on dit que les deux séries sont liées positivement, elles varient dans le même sens, elles sont proportionnelles. Ici, cette valeur de la covariance est égale à 0, on dit qu'il n'y a pas de relation entre les deux séries. De même, maintenant, je passe à l'autre indicateur, View, Covariance Analysis. Je décoche covariance et je coche corrélation. OK. La corrélation est calculée à partir du coefficient de corrélation. Je remarque ici que j'ai une matrice entre FBCF et X. La première valeur, c'est 1. Pourquoi c'est 1? Parce que c'est le coefficient de corrélation entre FBCF et FBCF, entre la même variable. Donc ici, on trouve toujours 1 puisque la même variable est liée à 100% avec elle-même. De même pour X, donc X est lié avec X à 100%. Il reste maintenant les deux autres valeurs qui sont cette fois-ci aussi égales. Ceci revient au fait que le coefficient de corrélation entre Y et Z est égal au coefficient de corrélation entre Z et Y. Comment interpréter cette valeur? Donc, pour le coefficient de corrélation, c'est un indicateur qui est toujours encadré entre moins 1 et 1. Si la valeur de ce coefficient est proche de moins 1, ça veut dire moins 0,99, moins 0,96, moins 0,90, ainsi de suite, je déduis que les deux variables sont liées négativement fortement. Ici, le coefficient de corrélation est proche de 1, 0,9, 0,93, 0,92, ainsi de suite. Je dis que les deux variables sont liées fortement positivement. Ici, le coefficient de corrélation est égal à 0. Je dis que les deux variables ne sont pas liées. Ici, il est proche de 0 positivement. Je dis que les deux variables sont liées faiblement positivement. Ici, il est proche de 0 négativement. Je conclus que les deux variables sont liées faiblement négativement. Ici, il est proche de 0,5, 0,43, 0,4, 0,38, 0,62. Je dis que les deux variables sont moyennement liées positivement. Ici, il est proche de moins 0,5. Je dis que les deux variables sont moyennement négativement liées. Pour notre cas, la valeur elle est égale à moins 0,41, 28, 96. Donc je peux conclure que FBCF et X sont moyennement liés négativement. Suite au plan que j'ai annoncé au début de la vidéo et après avoir présenté l'échantillon, les données et l'analyse descriptive, je présente maintenant les tests statistiques qui occupent une place importante dans la démarche économétrique en général et dans l'analyse des séries temporelles en particulier. Ces tests permettent entre autres d'éclaircir l'idée concernant le choix de la méthode d'estimation pour aboutir à la meilleure interprétation des résultats. La méthodologie de la réalisation des tests statistiques est la suivante. Il s'agit de tester une hypothèse appelée hypothèse nulle H0 contre une hypothèse appelée hypothèse alternative ou H1 ou HA qui est généralement le contraire de H0. Pour chaque test, le logiciel indique H0 et vous devez faire attention car pour un même test, deux méthodes peuvent avoir des hypothèses nulles différentes. Pour décider sur le résultat d'un test, il y a trois manières. La plupart des cas, le logiciel fournit une probabilité qui doit être comparée à 0,05. Si elle est supérieure à 0,05, vous acceptez H0. Et si elle est inférieure à 0,05, vous rejetez H0 et vous pouvez accepter l'hypothèse alternative. Parfois, le logiciel fournit la valeur calculée et les valeurs tabulées correspondantes au niveau de risque 1%, 5% et 10%. Le niveau de risque de référence est 5%, donc si la valeur calculée est inférieure à la valeur tabulée du risque 5%, alors vous acceptez H0
Et si la valeur calculée est supérieure à la valeur tabulée du risque 5%, alors vous rejetez H0 et vous pouvez accepter l'hypothèse alternative. Pour cette manière, vous devez prendre la valeur absolue lorsque les valeurs sont négatives. Pour la troisième manière, l'utilisation est très rare et elle consiste au fait que le logiciel fournit des valeurs qui seront comparées à des valeurs usuelles définies par le test lui-même. Je vous explique cette manière dans le cas du test de multicollinéarité. Pour notre fichier eViews, je vais vous montrer les 11 principaux tests qui portent sur la normalité d'une série temporelle, la stationnarité d'une série temporelle, la multicollinéarité entre les variables exogènes d'un modèle, l'autocorrélation des erreurs d'un modèle, l'hétéroscédasticité des erreurs d'un modèle, la restriction sur les coefficients estimés, la spécification d'un modèle, la stabilité d'un modèle, la stabilité des coefficients estimés d'un modèle, la cointégration d'un modèle, l'endogénéité d'une ou de plusieurs variables exogènes d'un modèle. Pour la normalité, je vais utiliser le test de Jarque-Bera. L'hypothèse nulle, la série temporelle suit la loi normale. L'hypothèse alternative, la série ne suit pas la loi normale. Vous prenez comme exemple la série M des importations en pourcentage du PIB. Vous cliquez 2 fois sur cette série. Ensuite, View, Descriptive Statistics and Tests, Histogram and Stats. La probabilité est égale à 0,576626, qui est supérieure à 0,05, donc vous pouvez accepter l'hypothèse nulle. La série M suit alors la loi normale. Comme autre exemple, vous prenez la série EDE des investissements directs étrangers au pourcentage du PIB. Vous cliquez 2 fois sur cette série. Ensuite, de la même manière, View, Descriptive Statistics and Tests, Histogram and Stats. La probabilité est égale à 0, qui est inférieur à 0,05. Donc, vous rejetez l'hypothèse nulle et vous acceptez l'hypothèse alternative. La série EDE ne suit pas la loi normale. Pour le test de stationnarité, une série est dite stationnaire si ses caractéristiques espérance et variance sont constantes dans le temps. Si elle n'est pas stationnaire, on dit qu'elle a une racine unitaire. Pour appliquer ce test avec eViews, il y a plusieurs types. Les plus puissants sont ADF, PP et KPSS. Pour ADF et PP, l'hypothèse nulle correspond à ce que la série temporelle n'est pas stationnaire, c'est-à-dire elle a une racine unitaire. L'hypothèse alternative, la série est stationnaire. Pour KPSS, l'hypothèse nulle correspond à ce que la série temporelle est stationnaire. L'hypothèse alternative, la série n'est pas stationnaire, c'est-à-dire elle a une racine unitaire. Au niveau du logiciel eViews, il faut indiquer est-ce que la stationnarité est étudiée en niveau ou en différence première ou en différence deuxième. Vous devez tester tout d'abord la série en niveau, level. Si elle est stationnaire, le test est terminé et vous dites que la série intégrée d'ordre 0 et elle est notée I0, I majuscule entre parenthèses 0. Si elle n'est pas stationnaire en niveau, vous passez à tester la stationnarité en différence première. Si la série est stationnaire en différence première, le test est terminé et vous dites que la série est intégrée d'ordre 1 et elle est notée I1, I majuscule entre parenthèses 1. Si elle n'est pas stationnaire en différence première, vous passez à tester la stationnarité en deuxième différence. Si la série est stationnaire en deuxième différence, le test est terminé et vous dites que la série est intégrée d'ordre 2 et elle est notée I2, I majuscule entre parenthèses 2. Si elle n'est pas stationnaire en deuxième différence, ce qui est très rare, donc la série est intégrée d'ordre 3 ou plus que 3, mais eViews n'effectue pas ce test. eViews demande aussi à l'utilisateur
Que voulez-vous qu'il intègre dans l'équation? La constante intercept uniquement, ou la tendance et la constante trend and intercept, ou rien du tout, non. Donc, pratiquement, vous allez faire ce test pour ADF et PP de la même manière en sélectionnant level avec intercept, puis level avec trend and intercept et enfin level avec non. Pour ADF et PP, si la probabilité obtenue est supérieure à 0,05, vous acceptez l'hypothèse nulle, la série n'est pas stationnaire. Et si la probabilité obtenue est inférieure à 0,05, vous rejetez l'hypothèse nulle et vous pouvez accepter l'hypothèse alternative, la série est stationnaire. Pour KPSS, le choix non n'est pas possible. Et au lieu de comparer la probabilité à 0,05, vous allez comparer la valeur calculée et la valeur tabulée du niveau du risque 5%. Vous prenez comme exemple la série MM de la masse monétaire en pourcentage du PIB. Vous cliquez 2 fois sur cette série, MM, je clique 2 fois. Vous sélectionnez donc View, Unit Root Test. Donc pour le type, nous allons prendre Augmented Dickey Fuller, Level, Intercept. Comme vous remarquez, la probabilité est égale à 0,9495, qui est supérieure à 0,05. Vous acceptez H0, donc elle n'est pas stationnaire. Vous devez refaire le même travail pour ADF avec Trend and Intercept et avec non. Une fois vous avez terminé le type ADF, vous faites de même pour PP. Vous passez maintenant à KPSS comme type de test. Level, Intercept. Vous remarquez qu'il n'y a pas de probabilité, mais il y a la valeur calculée 0,607888 et la valeur tabulée correspondante à 5% de risque 0,463000. La valeur calculée est supérieure à la valeur tabulée. Vous rejetez l'hypothèse nulle et vous pouvez accepter l'hypothèse alternative. La série n'est pas stationnaire. Puisque cette variable MM n'est pas stationnaire en niveau, vous répétez tout le travail, mais cette fois-ci avec le choix First Difference au lieu de Level. First Difference. La probabilité devient 0,0076, inférieure à 0,05. Vous rejetez donc l'hypothèse nulle et vous acceptez l'hypothèse alternative. La série MM devient stationnaire après cette différenciation. Elle est donc intégrée d'ordre 1, notée E majuscule entre parenthèses 1. Maintenant, les 9 tests qui restent sont appliqués sur des modèles et non pas sur des séries temporelles. Vous devez donc spécifier l'équation objet d'estimation. Donc, Quick Estimate Equation. Dans ce champ, vous commencez par la variable endogène, inflation pour moi, espace, la constante du modèle, la constante, voilà, définie ici, espace, les variables exogènes. J'ai choisi EB, DNB, IDE, FBCF, MM. Pour la méthode d'estimation, vous laissez la méthode Least Square définie par défaut. C'est la méthode du moindre carré ordinaire. Vous devez maintenant enregistrer le résultat car vous allez utiliser cette sortie de logiciel pour le reste des tests. Pour ceci, cliquez sur Name et nommez l'équation. Pour moi, je vais laisser la nomination par défaut x01, équation 01. Je commence comme prévu par le test de la multicollinéarité
qui concerne la corrélation entre les variables exogènes. Au niveau de EViews, je vais utiliser les tests VIF et CVD. Je commence par le test VIF. Donc, j'ouvre l'équation 1, View, Coefficient Diagnostics, Variance Inflation Factors, VIF. La décision est la suivante. Ces valeurs, un centre de VIF et centre de VIF, sont toujours supérieures ou égales à 1. Si elles sont toutes égales à 1, je conclus qu'il y a absence de multicollinéarité. Si ces valeurs sont entre 1 et 5, je conclus que la multicollinéarité est modérée. S'il y a au moins une valeur qui est supérieure strictement à 5, je déduis que la multicollinéarité est forte. Et c'est le cas de cet exemple. Il y a beaucoup de valeurs qui sont supérieures à 5, donc la multicollinéarité est forte. Pour le test CVD est de la même manière, View. Je choisis maintenant Coefficient Variance Decomposition, CVD. Au niveau de la sortie, j'agrandis un peu la sortie du logiciel et je me concentre sur la ligne condition où il y a les valeurs, ces valeurs, au niveau de la ligne condition. La dernière valeur est par défaut toujours égale à 1. Comment je conclus maintenant? Si toutes les valeurs de cette ligne sont strictement supérieures à 0,001, donc absence de multicollinéarité. S'il y a une ou plusieurs valeurs inférieures à 0,001, la multicollinéarité est modérée. S'il y a une ou plusieurs valeurs inférieures à 0,001, avec une valeur très faible, comme ici on a 1,53 fois 10 à la puissance moins 8. Dans ce cas, je conclus que la multicollinéarité est forte. Cette notion de multicollinéarité étudie les relations possibles entre les variables explicatives d'un modèle. Deux variables explicatives ou plus peuvent être non corrélées, partiellement corrélées ou parfaitement corrélées. Une multicollinéarité partielle prévient un risque de l'instabilité des coefficients des moindres carrés. Une multicollinéarité parfaite ou exacte est définie lorsque une variable explicative s'écrit comme combinaison linéaire d'une ou de plusieurs autres variables explicatives du modèle. Dans ce cas, EViews peut rencontrer des difficultés dans le calcul des estimateurs de régression et il émettra un message d'erreur near singular matrix, c'est-à-dire la matrice X' n'est pas inversible. La présence de multicollinéarité affecte négativement les résultats de la régression. La multicollinéarité affecte essentiellement les coefficients de la régression linéaire. Les effets ne sont pas sur les valeurs de ces coefficients, mais plutôt sur leur variance. Autrement dit, les coefficients restent toujours sans biais, mais leur écart type change et deviennent plus grands, ce qui conduit à une sous-estimation des t statistiques. Et donc, leur degré de significativité change aussi. Lorsque la multicollinéarité entre deux variables exogènes ou plus est parfaite, l'estimation ne serait plus possible du fait que la matrice X' n'est plus inversible. Contrairement à l'influence sur les coefficients estimés, l'ajustement global du modèle n'est pas affecté par l'existence d'une multicollinéarité. Le coefficient de détermination R au carré, valeur calculée de Fisher relative au test de la significativité globale, ainsi que l'analyse de la prévision. 3 solutions sont possibles pour surmonter le problème de la multicollinéarité. Si le modèle est utilisé uniquement pour faire des prévisions ou si les variables exogènes corrélées ne représentent pas un intérêt particulier pour le sujet de l'étude ou si la corrélation détectée n'est pas extrême, alors la multicollinéarité ne pose pas de problème et vous ne faites rien. Si les variables corrélées fournissent la même information,
vous pouvez opter à la suppression de l'une de ces variables. Vous maintenez la variable qui vous paraît la plus importante pour expliquer la variable endogène. Dans le cadre du possible, vous optez à l'association des variables corrélées. Autrement dit, vous essayez de créer une nouvelle variable définie comme une combinaison des variables en question. Je passe maintenant au test de l'autocorrélation des erreurs. Cette caractéristique concerne les erreurs qui sont inconnues. Les économètres utilisent les résidus à la place des erreurs puisque les résidus représentent une bonne approximation des erreurs. Pour détecter cette caractéristique, j'utilise le test de Bruch-Godfrey qui est plus général et sans aucune condition d'application avec une hypothèse nulle qui correspond à l'absence d'autocorrélation. Donc j'ouvre de nouveau l'équation 1. Je choisis View, Residual Diagnostics, Serial Correlation LM Test. Pour cette fenêtre Lag to Include, vous saisissez 2 pour les données annuelles et semestrielles, 4 pour les données trimestrielles et 12 pour les données mensuelles. Pour nous, on a des données annuelles, donc je laisse le 2. La probabilité correspondante à OB R squared, elle est égale à 0,0311, qui est inférieur à 0,05, donc vous rejetez l'hypothèse nulle et donc les erreurs du modèle sont autocorrélées. Donc pour ce test, vous mettez l'accent sur cette probabilité. Si elle est inférieure à 0,05, vous rejetez l'hypothèse nulle. Si elle est supérieure à 0,05, vous acceptez l'hypothèse nulle. L'absence d'autocorrélation est une hypothèse stochastique pour l'application de la méthode d'estimation par les moindres carrés. Cette condition qui exige que les termes d'erreur ne soient pas corrélés entre eux, ce qui permet à l'estimateur MCO d'être efficace, c'est-à-dire d'avoir la variance minimale. L'absence d'autocorrélation est vérifiée si et seulement si la covariance entre epsilon t et epsilon t' est égale à 0 avec t' qui exprime le retard du terme d'erreur epsilon t, c'est-à-dire epsilon t-1, epsilon t-2, etc. Comme pour la multicollinéarité, l'autocorrélation affecte essentiellement les coefficients de la régression linéaire. Les effets ne sont pas sur les valeurs de ces coefficients, mais plutôt sur leur variance. Autrement dit, les coefficients restent toujours sans biais, mais leurs écarts types changent et deviennent plus grands, ce qui conduit à une sous-estimation des t statistiques, et donc leur degré de significativité change aussi. Les principales raisons de l'autocorrélation sont au nombre de 5. L'omission d'une variable exogène importante dans l'explication de la variable endogène, un problème de spécification du modèle, la variable endogène et ou une ou plusieurs variables exogènes sont cycliques, c'est-à-dire qui dépendent de leur retard. La quatrième raison, le modèle porte sur des variables du secteur agricole où les variables réagissent une ou plusieurs périodes après. La cinquième raison, un manque de données comblé par le recours à des extrapolations ou des interpolations linéaires. Pour résoudre le problème d'autocorrélation, une première solution consiste à ajouter la variable exogène oubliée. Pour la deuxième solution, vous pouvez opter à une respécification du modèle, transformer toutes les variables en logarithmique, rendre le modèle quadratique en ajoutant une variable existante mais au carré. Comme troisième solution, vous pouvez ajouter la variable endogène retardée comme exogène. Je passe maintenant au test de l'hétéroscédasticité des erreurs. Cette caractéristique concerne aussi les erreurs qui sont inconnues. Les économètres utilisent les résidus à la place des erreurs puisque les résidus représentent une bonne approximation des erreurs. Pour détecter cette caractéristique, j'utilise les tests de Bruch-Pakan-Godfrey, de Gleiger et de White, dont l'hypothèse nulle correspond à l'homocédasticité, c'est-à-dire la non-hétéroscédasticité. Donc l'hypothèse nulle, les erreurs du modèle ne sont pas hétéroscédastiques. Donc j'ouvre l'équation 1, View, Residual Diagnostics, Hétéroscédasticité, Tests.
Voilà, je vais choisir les trois méthodes Brush-Pagan Godefray, Glaser et White. Je commence par Brush-Pagan Godefray. Donc je choisis comme tout à l'heure la probabilité correspondante à R squared. C'était égal à 0,0239, inférieur à 0,05. Donc vous rejetez l'hypothèse nulle et vous acceptez l'hypothèse alternative. Les erreurs du modèle sont hétéroscédastiques. Même chose pour les autres types de tests. La probabilité est toujours 0,01 inférieure à 0,05. Je vais voir pour le dernier test de White. Je choisis White. Vous voyez ici que la probabilité est 0,09 qui est supérieure à 0,05. Donc vous pouvez accepter l'hypothèse nulle. Les erreurs ne sont pas hétéroscédastiques selon ce test de White. Mais pour les deux autres tests, on donnait comme résultat que le modèle a des erreurs qui sont hétéroscédastiques. L'absence d'hétéroscédasticité est aussi une hypothèse stochastique pour l'application de la méthode d'estimation par les moindres carrés. Cette condition qui exige que la variance du terme d'erreur soit constante dans le temps, ce qui permet à l'estimateur MCO d'être efficace, c'est-à-dire ayant la variance minimale. L'absence d'hétéroscédasticité est vérifiée si et seulement si la variance d'epsilon t est égale à sigma carré, quel que soit t, c'est-à-dire la variance ne dépend pas de t. Comme pour la multicollinéarité et l'autocorrélation, l'hétéroscédasticité affecte essentiellement les coefficients de la régression linéaire. Les effets ne sont pas sur les valeurs de ces coefficients, mais plutôt sur leur variance. Autrement dit, les coefficients restent toujours sans biais, mais leurs écarts types changent et deviennent plus grands, ce qui conduit à une sous-estimation des t statistiques et donc leur degré de significativité change aussi. Vous pouvez résoudre ce problème par une simple transformation des séries temporelles en leur logarithme. Une autre solution consiste à estimer le modèle de base par MCO, mais avec l'option Huber-White. Donc cette méthode permet de garantir des écarts types d'écovariance cohérents. Elle s'appelle White Heteroscedasticity Consistent Standard Errors and Covariance. Donc ici, Estimate, je vais estimer le même modèle, mais cette fois-ci, je choisis l'option, au lieu de Ordinary, je choisis Huber-White. Ici, les standard errors, les écarts types, vont être plus grands que les autres écarts types. Donc, par exemple, pour la constante 17,588, initialement, on avait, pour le cas ordinaire, on avait 16,15. Donc on remarque que l'erreur type a augmenté. Et puisque le t statistique, ce n'est autre que le coefficient sur le standard error, lorsque le dénominateur augmente, donc le t statistique diminue. Je passe maintenant au test de restriction sur les coefficients. C'est le test de Wold. Il s'agit de tester n'importe quelle hypothèse sur n'importe quel coefficient estimé. La restriction peut être entre coefficients, c'est-à-dire sous forme de combinaison linéaire, ou par comparaison d'un ou plusieurs coefficients avec des réels. Donc on ouvre de nouveau équation 1, et puis View, Coefficient Diagnostics, Wold Test Coefficient Restriction. Wold Test Coefficient Restriction. Dans ce champ, on va mettre les restrictions, ça veut dire ce qu'on veut tester. Donc, vous définissez la restriction. La constante du modèle est C entre parenthèses A. Donc, si vous voulez faire un test sur la constante du modèle, elle s'appelle C entre parenthèses A. Les autres coefficients des variables exogènes sont respectivement C entre parenthèses 2 pour la première variable exogène, C entre parenthèses 3 pour la deuxième variable exogène, et ainsi de suite. L'hypothèse nulle du test correspond à la restriction. Donc l'hypothèse que vous choisissez, c'est l'hypothèse nulle. Pour une seule restriction, vous aurez 3 probabilités, student, Fisher et qui 2. Pour plus qu'une restriction, qu'on doit les séparer par une virgule, 2 probabilités uniquement, Fisher et qui 2. On va faire par exemple un test sur la restriction suivante. On va tester est-ce que le coefficient
le quatrième coefficient, il est égal au sixième coefficient. C'est une seule restriction, donc on va voir trois probabilités. Voilà les trois probabilités. T, F, chi-square. Student Fisher chi-square. Vous remarquez que les trois probabilités sont supérieures à 0,05, donc on peut accepter cette hypothèse. Donc C4, elle est égale à C6. Maintenant, je vais utiliser un autre test sur les coefficients, avec cette fois-ci deux restrictions. Par exemple, C2 égale à 0,5, puis virgule, espace, et je mets la deuxième restriction. C3, par exemple, égale à 2 fois C5. 2 fois C5. Voilà. Vous remarquez qu'il y a deux probabilités uniquement, Fisher et Qui2, avec des probabilités nulles, ça veut dire inférieures à 0,05, donc on rejette cette hypothèse. Donc, soit C2 n'est pas égal à 0,5, soit C3 n'est pas égal à 2 fois C5, soit les deux ne sont pas égales pour ces deux restrictions. Je passe maintenant au test de spécification du modèle. La problématique de spécification d'un modèle économétrique concerne essentiellement la forme de l'équation du modèle qui va faire l'objet d'estimation. Puisque vous étudiez les modèles linéaires, la question est donc la suivante. Qui vous garantit que la relation entre la variable endogène et les variables exogènes du modèle est linéaire? Autrement dit, à quel degré cette hypothèse est juste? L'importance du traitement de cette problématique revient au fait que la mauvaise spécification du modèle a été citée comme raison pour plusieurs problèmes dont la multicollinéarité et l'autocorrélation. Tester la spécification d'un modèle, c'est tester l'acceptation ou le rejet d'une spécification donnée de ce même modèle. Le problème est que ce test n'est pas global. Autrement dit, vous testez l'acceptation ou le rejet d'une spécification donnée, non pas par rapport à un autre type de spécification en général, mais par rapport à un type bien déterminé, quadratique, logarithmique, etc. C'est-à-dire, si le résultat du test rejette l'hypothèse nulle de spécification linéaire, vous ne pourrez pas distinguer la meilleure spécification de votre modèle. Le test de spécification de Ramsey permet de conclure si le modèle étudié est linéaire ou non par rapport uniquement à un modèle qui comporte la variable endogène au carré comme variable exogène. On ouvre équation 1, View, Stability Diagnostics, Ramsey Reset Test. OK ici. Donc l'hypothèse nulle est que le modèle est linéaire, puisqu'on a trouvé les trois probabilités supérieures à 0,05. Donc on accepte l'hypothèse nulle. La conclusion, le modèle est donc linéaire. Je passe maintenant au test concernant la stabilité du modèle. Il s'agit d'un test relatif à la stabilité d'un modèle et de la variable endogène, de la même manière que le test précédent de Ramsey. Mais vous choisissez cette fois-ci Recursive Estimates au lieu de Ramsey Test. Donc, View, Stabilité, Recursive Estimates. Et vous sélectionnez ensuite Kusum Test. Kusum Test. L'interprétation est simple. Si la courbe en bleu se trouve entre les deux courbes rouges, alors le modèle est stable, ainsi que la variable endogène. Si ce n'est pas le cas comme ici, vous remarquez qu'une partie de la courbe bleue n'est pas entre les deux courbes en pointillé. Donc notre modèle présente le cas contraire, donc il n'est pas stable. Je passe au 8e test qui porte sur la stabilité maintenant des coefficients. La stabilité des coefficients est testée par le test de Shou qui considère une date susceptible d'avoir induit une modification de l'équation de comportement. On note N0 cette date et on cherche à tester si les coefficients sont identiques sur l'ensemble de la période de 1 jusqu'à grand N ou si les paramètres sont différents sur les deux sous-périodes 1, N0 moins 1 et N0 grand N. Pour ce test, vous pouvez utiliser, donc, comme je viens de dire, le test de Shou de la manière suivante. Donc, équation 1 comme d'habitude. View. Stability Diagnostics.
Show breakpoint test. Au niveau de ce champ, vous devez mentionner la période critique. Pour notre cas, c'est l'année de la révolution tunisienne, 2011. On va donc tester est-ce que notre modèle est stable entre 1984 et 2010, 2011, 2018. Donc, OK. Et vous avez obtenu la probabilité F, probabilité de Fisher. Je m'intéresse à cette probabilité qui est égale à 0,8813, qui est supérieure à 0,05. Alors vous acceptez l'hypothèse nulle, donc le modèle global est correct. Donc il n'est pas significatif de diviser la période en deux sous-périodes. Pour un autre exemple, ici vous aurez une probabilité qui est inférieure à 0,05. Vous devez estimer le modèle deux fois, entre 1984 et 2010 et 2011-2018. Et dans ce cas, les coefficients vont changer. Dans ce cas, ici, on veut estimer sur 10 sous-périodes. Il suffit de mettre estimate comme tout à l'heure et ici de changer. Le test numéro 10 est le test de co-intégration. La co-intégration est une propriété statistique des séries temporelles introduite dans l'analyse économique, notamment par Engel et Newbold en 1974. En termes simples, la co-intégration permet de détecter la relation de long terme entre deux ou plusieurs séries temporelles. Sa formalisation rigoureuse est due à Granger en 1981, à Engel et Granger 1987 et à Johansen 1991-1995. Techniquement, la notion de co-intégration implique implicitement celle d'intégration. Ce test est étroitement lié au test de stationnarité. Ce test ne peut être effectué que lorsque toutes les séries temporelles du modèle soient intégrées d'ordre 1, ça veut dire I majuscule entre parenthèses 1, c'est-à-dire toutes les séries ne sont pas stationnaires en niveau et deviennent stationnaires en différence première. Ce test de Johansen peut être effectué par le logiciel eViews qui est le plus puissant dans ce domaine. Donc pour le faire, Quick, Group Statistics, Co-integration Test. Johansen Co-integration Test. Vous saisissez les séries temporelles du modèle qui doivent être intégrées d'ordre 1. Les séries de notre modèle sont I1 en utilisant le test ADF avec intercept, sauf la série IDE qui est stationnaire en niveau, c'est-à-dire I0. Donc, elle ne va pas être parmi les séries qui seront utilisées pour le test de co-intégration. Faites attention, vous ne devez pas inclure la constante dans cette liste. Donc je vais mettre inf, la variable endogène, je ne mets pas C, je passe à EB, DNB, et je ne mets pas IDE parce que c'est une variable qui est I0, je passe à FBCF et je termine avec MM. Ok. Il y a plusieurs types de spécifications. Vous choisissez parmi 1 à 5 et vous laissez le choix 3 par défaut. Comme vous remarquez, il y a deux types de tests. Donc, je laisse 3, ok. Il y a deux types de tests. Trace et Engine Value. Trace test, trace et, je vais agrandir la sortie. Donc, il y a trace et il y a maximum Engine Value. Donc, deux tableaux. Les résultats du test trace et ceux du test maximum Engine Value, dont les résultats sont interprétés de la manière suivante. Les hypothèses nulles sont définies en ligne, nombre d'équations de co-intégration, et les probabilités correspondantes permettent de décider en comparant par rapport à 0,05. J'explique. Pour le test de trace, et même chose pour Engine Value, la première ligne, non. Non, ça veut dire pas d'équation de co-intégration. Ça veut dire le modèle n'est pas co-intégré. Vous avez une probabilité 0,000, donc inférieure à 0,05, donc vous rejetez cette hypothèse. Ensuite, il y a au moins une équation. 0,02, c'est aussi inférieur à 0,5, vous rejetez aussi cette hypothèse. 2 at most 2, ça veut dire au moins deux équations
la probabilité 0,2 supérieure à 0,05, vous acceptez. Donc le modèle est co-intégré avec deux équations de co-intégration. Les modèles qui seront rejetés, les hypothèses qui seront rejetées seront mentionnées avec une étoile. Les autres sont acceptés. Donc je peux accepter ce résultat. Donc notre modèle il est co-intégré avec deux équations de co-intégration. Cette décision est mentionnée en bas du tableau. Trace test indicates two co-integrating equations at the 0.05 level. Donc il est co-intégré avec deux équations de co-intégration. Pour le maximum eigenvalue, le modèle il est co-intégré mais avec une seule équation de co-intégration. Donc comme conclusion des deux tests, le modèle est co-intégré. Le dernier test, c'est le test d'endogénéité. C'est un test très important dans l'analyse économétrique. Le test d'endogénéité des régresseurs, ça veut dire des variables exogènes du modèle, est aussi connu sous le nom de test de Durbin ou Haussmann. Il est disponible uniquement pour les équations en série temporelle estimées par Two Stage Least Square TSLS ou General Method of Moment GMM. Un régresseur est endogène s'il est expliqué par des instruments dans le modèle, alors que les variables exogènes sont celles qui ne sont pas expliquées par des instruments. Dans EViews et pour les estimations par TSLS ou GMM, les variables exogènes peuvent être spécifiées en incluant une variable qui peut être à la fois régresseur et instrument, alors que les variables endogènes sont celles qui sont spécifiées uniquement comme régresseurs. Vous devez donc estimer le modèle par TSLS ou GMM. Donc pour ceci, Quick Estimate Equation, je change la méthode TSLS et je définis le modèle. Donc j'ai changé de modèle, donc je vais choisir par exemple le PIB comme variable endogène, la constante, les exportations, les importations, IDE et FBCF. Il nous demande ici la liste des instruments. Tout d'abord, le nombre d'instruments doit être supérieur ou égal au nombre de variables exogènes, la constante y compris. Donc on a 1, 2, 3, 4 variables exogènes avec la constante 5. Donc on doit mettre ici 5 instruments. On a déjà la constante, donc je complète par 4. Si je décoche, je dois mettre ici 5. Donc je coche, il reste 5 instruments. Qui sont les variables qui peuvent être introduites dans cette liste? La variable endogène, non. Le régresseur objet de test, non. Les autres régresseurs qui sont exogènes purs, oui. Les variables qui ne sont pas dans le modèle, oui. Donc je vais mettre X et M comme étant des régresseurs purement exogènes. M, une variable qui n'appartient pas au modèle. MM, une autre variable qui n'appartient pas au modèle. Et je vais mettre, oui. Non, MM 2 fois M. Donc, je dois rectifier. Donc, XM, EB, par exemple, à la place de M. OK. Voilà. Donc, ensuite, View, Diagnostics and Tests, Regression Endogeneity Test. Vous remarquez ici que le logiciel a mis par défaut IDE FBCF. Pourquoi? Parce que vous avez mentionné 4 variables exogènes, X, M, IDE et FBCF. Puisque vous avez mis X et M comme liste au niveau des instruments. Donc il reste 2 autres variables pour tester leur endogénéité, qui sont IDE et FBCF. Vous pouvez soit maintenir les deux et tester les deux à la fois, soit tester IDE, ensuite tester FBCF. Donc l'hypothèse nulle, ces 2 variables sont comment? Exogènes. On va tester cette hypothèse. C'est combien la probabilité? 0,1151 qui est supérieure à 0,05. Donc je peux accepter l'hypothèse nulle. Ces 2 variables sont exogènes pures. Ça veut dire que ces 2 variables ne sont pas des variables endogènes. Donc pour notre modèle, toutes les variables sont exogènes pures, donc je peux continuer et estimer le modèle.
Si je veux répéter avec la méthode GMM, Quick Estimate Equation, je mis le modèle donc PIB, la constante X, M, IDE, FBCF. Je change la méthode GMM. La liste des instruments, donc on a dit X, EB, M, MM. View, donc Diagnostics and Tests, Regressor Homogeneity Test. Voilà, de la même manière comme tout à l'heure. La probabilité 0,1295 supérieure à 0,05, donc j'accepte l'hypothèse nulle, ces deux variables sont exogènes. Donc pour ce test, vous avez un problème lorsque la probabilité est inférieure à 0,05. Ça veut dire que les variables objets de test ne sont pas exogènes, donc vous avez un problème au niveau de votre modélisation. Après avoir exposé les différents tests statistiques, je vous informe aussi que dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien qui vous permet de télécharger le fichier Excel et comme ça, vous pouvez le transférer vers eViews et refaire le travail que j'ai fait. Je vous indique aussi que si vous enregistrez et fermez ce fichier, File, j'enregistre, donc Save, OK. Je ferme maintenant le fichier. Voilà le fichier qui est au niveau de mon bureau. Lors de l'ouverture de nouveau, donc j'essaie d'ouvrir le fichier de nouveau, cette fenêtre apparaît parce que les données sur les séries temporelles ont été transférées depuis un fichier Excel. Et puisqu'il se peut que vous avez modifié le contenu de ce fichier Excel, le logiciel eViews vous demande alors est-ce que vous voulez qu'il tienne compte ou non de ces éventuelles modifications. Si oui, vous cliquez sur Yes, ça veut dire j'ai fait des modifications au niveau du fichier Excel et je veux que vous teniez compte de ça. Sinon, vous n'avez pas fait de modifications, donc vous cliquez sur non. Pour moi, donc, je n'ai pas fait de modifications et pour vous, je suppose aussi. Donc, vous cliquez sur non et comme ça, vous aurez le fichier, donc, objet de travail. À la fin de cette vidéo que j'ai consacrée au traitement des séries temporelles, je vous remercie et n'oubliez pas d'attendre ma prochaine vidéo qui portera, Inch'Allah, sur les méthodes d'estimation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.